Bonjour à tous, merci pour votre présence. On va commencer le webinaire. Donc je vais commencer par me présenter, puis l'équipe, je donnerai quelques mots à l'équipe, à Marianne et Jonathan qui sont avec moi aujourd'hui. Donc Maximilien Brossard, je suis le cofondateur et directeur général de URBS, et puis je vous donnerai ensuite le déroulé du webinaire après avoir laissé un temps de présentation à mes deux collaborateurs. Marianne, je te passe la parole. Bonjour à tous, je suis Marianne Turcot, je suis en charge du suivi de projet pour URBS et je m'occupe de faire le lien entre tous nos adhérents et nos équipes d'ingénieurs. Et bonjour à tous, Jonathan Villot. Je suis directeur scientifique de URBS et avec Maximilien, le second cofondateur. Merci. Alors, encore une fois, merci à tous de votre présence. Marianne, Jonathan et moi-même sommes ravis de vous présenter donc plus en détail l'initiative de l'Observatoire national des bâtiments, de vous accompagner à la fois dans cette démarche autour de la connaissance du parc bâti, de sa co-construction avec vous. On insistera vraiment sur ce point-là. Vous, acteurs du territoire qui permettent d'avancer sur ces enjeux des transitions. Et donc, on est assez heureux d'avoir un tel nombre, une telle diversité de territoires représentés aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous se sont inscrits, mais avaient fait signe qu'ils ne pourraient être présents. Donc, le webinaire va aussi être enregistré pour être partagé à vos homologues comme à vos collaborateurs. On va être ensemble sur environ 1 heure. Donc, on va vous inviter, mais ça a l'air déjà d'être bien fait, vous avez l'habitude, à respecter quelques règles d'or pour le bon déroulement du webinaire, de bien couper les micros, de ne pas hésiter à activer les caméras pour plus de convivialité et d'interaction. Et puis, si vous avez des questions durant la présentation, de les noter au fur et à mesure dans le chat de discussion, on pourra revenir dessus. Le déroulé du webinaire va y avoir 3 parties, une présentation de qui nous sommes. Ça va donner 4 parties, une introduction, un contexte, une deuxième partie sur la présentation de l'Observatoire national des bâtiments, la démarche, les données, l'outil, et puis pour aller un peu plus loin, autour d'IMOP, la version augmentée, des cas d'usage, comment aller plus loin pour répondre aux enjeux de transition, on pourra faire le lien aussi vers des adhérents actuels de ces solutions, et puis bien sûr ce temps d'échange, questions-réponses avec vous. Voilà, donc un premier temps de présentation sur qui nous sommes, URBS, pour ceux qui nous ne connaissent pas. Donc nous sommes issus de la recherche publique et on accompagne depuis 2016 les territoires avec des outils d'intérêt collectif, en nous appuyant à la fois sur un savoir-faire scientifique, donc il y a une réelle démarche scientifique derrière nos travaux, et une expertise dans les sciences de l'information géographique. Donc autour de ça, on va travailler sur des outils, des méthodes, des solutions depuis 2016, à la fois avec ces expertises en sciences des données géographiques et le développement d'outils cartographiques. On a une équipe pluridisciplinaire d'experts assez expérimentés donc pour travailler sur ces outils, à la fois avec vous, les territoires, les acteurs des territoires. Le point important, c'est qu'on va aussi avoir des partenariats structurants au niveau national pour contribuer à l'évolution des bases de données nationales, pour être en appui et faire évoluer les méthodes pour la donnée foncière, par exemple. Donc, parmi ces partenaires structurants, des acteurs que vous connaissez bien, le CEREMA, l'IGN, l'ADEME. On travaille beaucoup aussi avec on a des liens avec les ministères. L'objectif, c'est aussi qu'URBS a un engagement fort pour les jeux communs, pour les référentiels nationaux. On contribue activement aux différents groupes de travail dont vous connaissez sans doute certains noms. Le groupe Bâti ID autour de l'identifiant unique du bâtiment. Je sais que certains d'entre vous sont aussi mobilisés dans ces groupes de travail. Celui sur l'adresse, le référentiel de l'adresse. D'autres référentiels portés par le ministère du Logement, notamment le logement social. Et puis, dans les objectifs et les enjeux de transition actuelle, être mobilisé aussi, mobiliser nos expertises sur certains conseils nationaux comme celui de la refondation. Le point important donc, à retenir ici, c'est qu'il y a vraiment un lien entre territoire, acteurs nationaux, acteurs de la recherche scientifique, donc l'Institut Mines Télécom et l'INE Saint-Étienne dont nous sommes issus, avec qui nous avons toujours des synergies assez fortes, et que tout ça, donc, à la fois avec des outils qui ont été brevetés, mais qui se veulent aussi dans une dynamique d'ouverture à travers les jeux communs. Nous reviendrons dessus juste après.
Voilà, donc aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment de faciliter, d'accompagner vous, acteurs des territoires, sur l'atteinte des objectifs, avec une réflexion aussi, une ambition de désiloter l'action, d'avoir une approche systémique et englobante. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette approche transversale entre les dimensions énergétiques, sociales et climatiques du territoire. Et qu'aujourd'hui, il y a une réelle communauté grandissante sur nos outils, des cas d'usage aussi multiples que variés, qui vont permettre de capitaliser, de diffuser, de partager les méthodes travaillées avec vous et de les reverser à tous. Donc, à la fois à travers le Géocommun, l'Observatoire national des bâtiments qu'on va vous présenter, et aussi sur des solutions où on accompagne de travailler des coûts constants sur des services augmentés. L'ADN du RBS, elle est vraiment celle-ci. On se définit comme une entreprise à mission. Donc, on s'inscrit vraiment dans un principe de mutualisation, ce qui est donc développé avec l'appui d'un partenaire d'un territoire. L'objectif, c'est que ça puisse être reversé à la communauté. Et donc, pour faire le lien sur ce sujet, je vais laisser la parole à Jonathan pour la partie ONB. Merci. Donc, la première partie conséquente là, que l'on va aborder, c'est sur l'Observatoire national des bâtiments que l'on qualifie au sein du RBS comme un géocommun. C'est notre objectif, notre souhait que cet outil et les données qui y sont reliées puissent être les bases d'un géocommun dédié aux bâtiments en France. Donc, tout d'abord, on va représenter quelques éléments qui caractérisent un géocommun. Ces éléments-là ont été définis notamment par l'IGN, étant donné que c'est des sujets qui sont assez abordés au sein de la communauté de la géomatique et des données géolocalisées en France. Donc, un géocommun, c'est caractérisé par trois ensembles ou trois éléments clés. Tout d'abord, être lié à une ressource en lien avec l'information géographique, être porté et utilisé par une communauté d'acteurs hétérogènes et avoir une garantie d'un caractère ouvert et partagé. Et c'est en ce sens, quand on lit ces définitions, que pour nous, l'ONB est un géocommun qui est dédié au bâtiment. Donc, vous devez connaître l'Observatoire national des bâtiments. Il a été créé et pensé durant l'année 2022 afin d'accélérer et de mettre à disposition à tous les acteurs un premier niveau de partage de l'information et de connaissance des logements. Donc aujourd'hui, l'Observatoire national des bâtiments, il est dédié au résidentiel. Il y a des réflexions pour, sur l'année à venir et sur 2024, avoir aussi un axe tertiaire qui pourra être fourni aussi pour apporter ce premier niveau de connaissance, cette fois-ci à l'ensemble du parc bâti. Le principe, c'est de mettre à terme et d'activer toutes les données ouvertes et géolocalisées sur le parc bâti, et ce, à différents niveaux de granularité. Au sein de l'Observatoire national des bâtiments, il y en a 5. On va avoir le niveau national, le niveau EPCI ou EPT, les communes et le bâtiment. L'idée étant simple pour nous, c'est qu'à travers ce partage d'informations facilement accessibles à travers un outil ergonomique, de pouvoir faciliter les métiers de la totalité des acteurs. Et on verra aujourd'hui qu'après 3 mois de lancement, on a une communauté assez conséquente et très hétérogène. Bien entendu, dans ce caractère ouvert et partagé, le principe, c'est que cet outil est et reste gratuit et qu'il soit au service du partage et de la co-construction autour des objectifs de transition. La notion de co-construction est importante au sein de l'Observatoire national des bâtiments. L'un des objectifs importants que l'on a au sein du RBS, c'est vraiment de capitaliser et de partager entre acteurs les connaissances. Et ça, on le fait depuis maintenant 7 années. Et l'Observatoire national des bâtiments est un exemple de cette co-construction, de cette intelligence collective qui a permis d'aboutir à la mise en ligne de l'outil qu'est l'ONB. Quand on parle de pluralité d'acteurs, il faut bien voir qu'on est sur un ensemble d'acteurs publics et privés. Et au sein des acteurs publics, on a co-construit avec des intercommunalités, des EPCI, des communautés de communes, des acteurs plutôt liés à la rénovation énergétique, comme les agences locales de l'énergie
mais globalement plutôt les services publics de la performance énergétique de l'habitat, des agences d'urbanisme, des ADIL, mais aussi des bureaux d'études. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, faciliter les échanges, répondre aux besoins des acteurs, ça c'était très important. Notre enjeu était de fournir un outil qui permette d'opérationnaliser l'action en fournissant une donnée fine qui permette de répondre aux politiques de l'habitat. On verra des exemples de politiques de l'habitat auxquelles nos outils répondent. Et, comme l'a mentionné Maximilien, permettre une vision systémique, c'est-à-dire de ne pas désiloter la maison individuelle du logement collectif, le social du privé, mais de permettre d'avoir une vision englobante d'un parc sur un territoire et de pouvoir agir afin de respecter les enjeux des transitions au pluriel, comme on l'a mentionné. Aujourd'hui, la communauté d'acteurs est très hétérogène et grandissante au sein de l'Observatoire national des bâtiments. Donc, depuis son lancement début janvier 2023, on atteint aujourd'hui, après 2 mois, 3 mois d'ouverture, plus de 7000 membres qui sont très variés. On va retrouver des institutionnels, des acteurs publics dont vous faites partie, des agences locales de l'énergie, des ADIL, des agences d'urbanisme, mais aussi beaucoup de diagnostiqueurs, notamment les personnes qui font les DPE, des agents immobiliers, des chercheurs, étudiants, des citoyens, des assureurs, des bureaux d'études. Donc, globalement, une très grosse représentation des acteurs qui, au quotidien, évoluent autour de l'objet bâtiment, et notamment bâtiment résidentiel. Donc, de quelles données parle-t-on dans l'Observatoire national des bâtiments? Alors, l'objectif, c'était de constituer une donnée de référence. Alors, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'une donnée de référence? C'est une donnée de qualité. Donc, on va vraiment travailler à des méthodes, à une approche méthodologique pour qualifier cette donnée. Une donnée qui va être documentée, donc à la fois dans la base de données livrée comme dans la donnée qui sera disponible sur les outils, c'est d'avoir accès à de la documentation qui, avec des approches pédagogiques, vont aussi vous permettre de comprendre les complexités, les leviers, les freins de ces données, et de la rendre accessible. Donc c'est là où aussi il y a des outils qui sont construits pour permettre à des acteurs néophytes comme experts, décideurs comme opérationnels, de s'approprier l'information. On parle vraiment d'une donnée qui se transforme en information à travers les outils et puis ensuite qui se transforme en connaissance grâce à votre expertise ou l'expertise de vos partenaires. On va parler aussi d'une donnée complète. Donc là, on pourra l'évoquer avec un cas d'usage, notamment autour des données énergétiques. Donc, compléter la donnée pour avoir aussi une réelle donnée de référence à l'échelle d'un territoire. Une donnée qui doit être aussi utile et utilisée. Ça, c'est vraiment important. De l'importance de cette co-construction avec vous. L'objectif n'est pas d'empiler un tas de données inutiles, que ce soit sur DataGouv ou au sein de vos DSI. Et le dernier point, une donnée qui se veut compatible et interopérable. C'est-à-dire que dans la base de données notamment qu'on a travaillé, on a tous les identifiants liés aux API, que ce soit DataGouv, que ce soit les bases de données que vous avez l'habitude de manipuler, pour que ce ne soit pas à nouveau une base de données qui fasse doublon, qui se silote avec les autres ressources. Donc aujourd'hui, Jonathan l'a dit, on a une donnée qui va qualifier tout le parc bâti résidentiel, donc tout bâtiment avec un logement. Ça veut dire que le parc privé, le parc social, le parc individuel, le parc collectif, le parc public vont être qualifiés. Ça veut dire aussi que si on est sur un parc mixte, avec des lots d'activités et de commerce dans ces bâtiments, ils seront aussi qualifiés. La feuille de route qu'évoquait Jonathan, c'est du coup pour le parc exclusivement tertiaire sur lesquels il y a des travaux en cours et seront libérés ces travaux dès qu'il y aura, comme l'approche du résidentiel, un certain nombre d'années d'expérience pour, à l'échelle nationale, avoir une connaissance fine et fiabilisée pour la mettre à disposition de tout le monde. Donc l'objectif, c'est vraiment de désiloter l'action publique, ça a été répété, en phase avec les enjeux des transitions, donc une base de données centralisée, partagée, multithématique, ça c'est le point important, énergétique, social, pour répondre vraiment à l'ensemble des besoins de vos services. Il y a des approches autour de la copropriété, autour du parc privé, du parc social, de la propriété non bâtie, du foncier, des problématiques énergétiques, des verrous urbanistiques et techniques, des enjeux sociaux, etc. C'est notamment cet aspect pluridisciplinaire, on pourra revenir dessus sur la solution, de bien comprendre aussi cette complexité géographique à l'échelle fine entre les adresses, le bâti, le parcellaire. L'objectif, à travers l'outil, ça va être justement, on le verra mieux avec la démonstration, à travers des cartographies, d'avoir un atlas complet des territoires, d'avoir des tableaux de bord qui, à l'échelle
de ces territoires jusqu'à la carte d'identité à l'échelle du bâtiment de l'adresse, d'avoir une connaissance fine et accessible. Le point important, c'est l'export des données, encore une fois, pour que l'information ne soit pas silotée dans cet outil, mais qu'elle puisse être réutilisée. On aura une démonstration tout à l'heure pour voir comment, sur vos SIG, que ce soit des outils SIG libres comme QGIS ou des outils propriétaires, vous pouvez croiser ces informations avec d'autres problématiques, le transport, les réseaux, ou simplement aller plus loin, là où les outils ne pourront pas répondre à 100% de vos usages, quand bien même on essaye d'y répondre le plus possible. Et le point important, c'est vraiment un parcours utilisateur dans une optique de pédagogie pour vous faire monter tous en compétences sur ce sujet complexe et en mouvement de la donnée, sur des thématiques qui, elles aussi, sont assez complexes autour notamment de l'habitat, de la rénovation énergétique. L'Observatoire national des bâtiments, donc un seul lien, alors soit vous êtes déjà inscrit, soit vous n'y êtes pas encore. Dans tous les cas, les liens vont vous permettre aussi de repréciser la démarche, pourquoi l'ONB. On va aussi capitaliser de l'information et formaliser la feuille de route à venir. L'objectif ici, on l'a dit, c'est de rendre le numérique et la donnée accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on commence aussi à vous apporter une visibilité sur la feuille de route. L'objectif, c'est de libérer les données complémentaires qui ont déjà été consolidées depuis plusieurs années dans le référentiel IMOB. Donc, quelques éléments, notamment autour des enjeux du DPE, puisque c'est un réel sujet. Donc, il y a énormément de données complémentaires qu'on peut appeler des données un peu plus experts sur les questions de surface, de parois, de besoins de chauffage, etc. Et puis des données aussi qui traitent d'autres sujets, la question des bâtiments historiques, il y a des données sur les permis de construire, etc. L'objectif, au-delà de ce détail, c'est aussi d'être dans une logique de co-construction, encore une fois, donc d'être à l'écoute de vos retours, de vos besoins, de vos suggestions pour bien organiser et prioriser les enrichissements de l'ONB. Sur les éléments de fonctionnalité, il y a aussi des réflexions si aujourd'hui on peut télécharger la donnée à des échelles territoriales, c'est de permettre aussi une donnée, alors si on l'a permis à une échelle territoriale, on reviendra dessus, c'est aussi dans des logiques de sobriété, mais c'est quand même de permettre un téléchargement à plus grande échelle. C'est ce qui est mentionné ici. Et puis, il y a beaucoup de demandes aussi, effectivement, sur le déploiement d'API. Donc, c'est des éléments qui seront travaillés sur la fin d'année. Et toute la partie, alors il y a deux points importants. Il y a les forums de discussion pour justement que la communauté, on a beaucoup de retours de la communauté, donc c'est aussi intéressant de voir des interactions entre utilisateurs. Et le troisième point, qui est essentiel à nos yeux, puisque c'est quelque chose qu'on travaille déjà depuis pas mal d'années avec les tiers de confiance à travers la solution IMOP, avec vous, acteurs des territoires et vos partenaires, c'est de se dire qu'il peut aussi y avoir du crowdsourcing, donc de la remontée d'informations, de la consolidation d'informations par l'ensemble de la chaîne d'utilisateurs. Alors, ça implique des méthodologies, ça implique aussi de bien mettre en place des protocoles de remontée de données, donc c'est pour ça qu'on ne se précipite pas à le faire, mais ce qui est la satisfaction aujourd'hui de l'ONB après seulement 2-3 mois d'ouverture, c'est qu'il y a une grande... il y a une grande sollicitation sur ces sujets d'acteurs qui veulent contribuer à ces communs. Donc, c'est très stimulant de voir que l'ensemble des utilisateurs de la communauté veulent aussi contribuer à leur manière à faire évoluer cette connaissance au profit de tous. Jonathan, je te laisse la parole pour aller plus loin. Donc, comme l'a mentionné Maximilien, aujourd'hui, l'ONB, avec les liens qui vous ont été rappelés précédemment, permet d'accéder à la totalité de la France métropolitaine et à un ensemble de jeux de données ouverts. Notre objectif, c'est d'actionner durant cette année de plus en plus de données ouvertes. Comme ça a été aussi redit, quand on parle de données ouvertes, ça ne caractérise qu'une partie des données qui sont aujourd'hui disponibles pour les acteurs publics. Et donc, pour aller plus loin, on va aborder un élément qui est souvent questionné, ce sont les autres bases de données qui sont utiles pour gérer au quotidien les politiques de l'habitat. Et là, on va parler d'un élément connexe qui s'appelle IMOB. Donc, aujourd'hui, chez URBS, on a et on dispose d'un référentiel national qui s'appelle IMOP et qui regroupe les données ouvertes, dont vous avez ici un exemple, qui sont et qui seront actionnées au sein de l'ONB, comme on l'a mentionné, dans cette optique de partage des données ouvertes. Donc, on retrouve les données de la BD Topo, de l'IGN, les données énergétiques, au titre desquelles on peut identifier les diagnostics de performance énergétique, donc
les DPE avant 2021 et bientôt les DPE après 2021, les consommations réelles d'énergie, notamment d'Enedis et de GRDF, qui sont disponibles pour tous les bâtiments sous la condition que l'on dépasse 9 points de livraison, pour simplifier, 9 compteurs, les données des valeurs foncières, les données mérimées sur les bâtiments historiques, ainsi que des données statistiques, notamment les données philosophiques qui nous permettent de fournir, par exemple, des informations sur le revenu des individus, qui restent aujourd'hui des données non accessibles à une échelle de l'adresse. Et les fournir via des données au carreau, que l'on appelle des données carreauillées, permet aussi d'alimenter ce référentiel national qu'est IMOP. Mais IMOP, ce n'est pas uniquement des données ouvertes, c'est aussi les données que l'on caractérise de conventionnées, c'est-à-dire qui sont accessibles à des ayants droit, dont font partie notamment les EPCI, les communes, les agences d'urbanisme. Parmi ces données conventionnées, on peut identifier le registre d'immatriculation des copropriétés, le RNIC, mais aussi les données de la DGFiP enrichies par le CEREMA, que sont les fichiers fonciers ou le LOVAC. Et ces bases conventionnées ainsi que ces données ouvertes vont être croisées. Depuis 7 ans, on travaille justement à optimiser ces croisements, ces optimisations. C'est ce qu'on va appeler de la fusion de données pour générer ce référentiel. En parallèle de ça, on va utiliser des algorithmes de machine learning qui vont permettre de compléter les données. Ça, c'est un élément assez important aujourd'hui. Dans les bases de données, vous allez avoir un taux de complétude qui va être plus ou moins important. C'est-à-dire que toutes les adresses ne vont pas forcément être concernées par certaines données parce que la donnée n'existe pas. On a pris ici 2 exemples, les diagnostics de performance énergétique et les valeurs foncières des biens. Donc, si on fait un focus sur l'intérêt d'utiliser des outils de machine learning pour pouvoir prédire les étiquettes énergie, on voit aujourd'hui que dans les politiques au niveau national, régional ou communal, il y a un enjeu à respecter, par exemple, ces plans climat, et donc à aller rénover le parc bâti, notamment le résidentiel, mais aussi le tertiaire. Si on regarde les diagnostics de performance énergétique qui sont accessibles dans les données fournies par l'ADEME, on se rend compte que seuls 12% des adresses qui ont au moins un logement d'habitation ont fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique depuis la mise à disposition des données en 2014. Et donc là, on se rend compte que 88% en moyenne des adresses n'ont pas de diagnostic. Or, comment mener une politique de l'habitat en faveur de la rénovation énergétique, alors même qu'on ne connaît pas les données et la performance de la totalité de ce parc-là? On répond à cette question en développant depuis plusieurs années avec nos partenaires académiques des outils qui permettent pour chaque adresse d'un territoire ayant un logement de proposer une étiquette énergie, ce qui nous permet d'avoir un taux de complétude proche de 100% et de fournir pour chaque bâtiment une étiquette théorique des DPE. Donc ça fait partie aussi de ce qui est intégré dans le référentiel. En plus des données ouvertes, des données conventionnées, on a un ensemble de données prédites. Et comme je l'ai mentionné auparavant, on réalise exactement la même chose pour les valeurs foncières. Les valeurs foncières étant les prix de vente des biens qui ont été vendus durant l'année précédente. Bien entendu, tous les biens ne se vendent pas en France la même année, mais grâce à cette connaissance que l'on a du parc, on peut aussi estimer pour n'importe quel bien une valeur à la vente, une valeur avec un prix en euros par mètre carré ou en euros global. Sur la base de ce référentiel national de données qui a été donc constitué, l'objectif, bien entendu, ça va être aussi d'aller plus loin. Et donc, ça va être d'enrichir ce référentiel par les données du territoire. Alors, on a travaillé depuis maintenant plusieurs années à rajouter justement à ce référentiel national des données locales qui sont soit au sein de vos services, de vos services SIG, de vos services métiers, également au sein des partenaires du territoire,
avec un objectif. Si on a créé un standard à l'échelle nationale, l'objectif, c'est aussi que soient standardisées les données locales. C'est ce qu'on va appeler des ontologies, des indicateurs communs. C'est que des données qui veulent dire la même chose d'un territoire à l'autre, quel que soit leur sourcing, quel que soit leur producteur de données, qu'on retrouve en fait des indicateurs communs, des maîtres étalons pour alimenter à l'échelle nationale les éléments qu'on va retrouver à l'échelle nationale. Si on prend l'exemple, par exemple, des aides, des données relatives à des aides ANA, c'est se dire, voilà, c'est formalisé de différentes manières selon les territoires, selon les acteurs. Et donc, en ce sens, nous avons réalisé ce travail d'avoir des indicateurs communs pour parler un même langage, quels que soient les territoires ou les acteurs. Donc, parmi ces données, on va en citer quelques-unes, mais ce sont les périmètres en jeu, les dispositifs d'opération, les OPA, les ERT, les PRU, les PNRK, on pourra le voir à travers la démonstration. Les éléments relatifs aux opérations d'aménagement, les DIA, les DUP, les travaux, autorisations d'urbanisme, etc. Les dispositifs d'accompagnement, donc là, il y a un réel enjeu, c'est-à-dire que les éléments autour de France Rénov', Coach CoPro, pour ceux qui connaissent les outils portés par les ALEC, les programmes SAR, là aussi, l'objectif, c'est de pouvoir les apparier à l'échelle de l'adresse. Des données de suivi animation des opérateurs aussi, sur les PIG, les OPA. Donc, je parlais des aides également, donc ça peut être des aides relatives à l'ANA, mais il y a aussi des aides que vous avez sur les territoires, le FSL, le Fonds solidarité et logement, parfois des aides de la CAF aussi. Alors, tout ça, bien sûr, dans une logique, évidemment, aussi d'accompagnement RGPD, sur quelles données, quelle finalité, quel niveau d'animation selon la diffusion de ces données, si elles sont simplement à travailler en interne ou à diffuser à des partenaires. Donc, bien sûr, tout ça est qualifié avec vous dans cette logique de respect du RGPD et d'échange avec vos DPO. Les sujets aussi de l'habitat indigne, sur les arrêtés, les procédures administratives, les permis de louer. Et puis, on peut aller plus loin. On parle beaucoup du sujet de la vacance. Donc, parfois, il y a des données de vacances consolidées. On peut aller jusqu'au cadastre solaire. Donc, il y a vraiment une approche non exhaustive sur les données locales pour enrichir cet observatoire. Et le dernier point qui est essentiel, c'est de consolider cette connaissance par la donnée terrain. Beaucoup, alors soit vos services internes par des campagnes, soit surtout vos partenaires, vos bureaux d'études, prestataires, vont capitaliser une richesse d'informations à travers l'arpentage, à travers la connaissance du terrain. Cette connaissance est parfois un petit peu perdue à travers soit des documents lourds à traiter, des PDF ou des fichiers Excel assez conséquents. L'intérêt de remonter l'information par la solution, c'est qu'elle va tout de suite être capitalisée dans le référentiel avec une certification de la donnée, parce que à travers la cartographie, à travers les références d'adresses de bâtiments, de parcelles, de caractéristiques du bâtiment, on arrive à capitaliser une connaissance fiabilisée. Et donc, la qualité de la connaissance de l'acteur terrain n'est pas perdue par une information éparse dans différents fichiers ou qui parfois est coûteuse à réapparier, à retravailler au sein de vos SI ou par vos partenaires. Une fois ce référentiel travaillé, l'objectif va être aussi d'aller plus loin du coup avec des fonctionnalités encore plus poussées qui répondent à la fois aux enjeux de ces données conventionnées, à la fois un parcours personnalisé, bien entendu, qui doit être aussi adapté aux particularités, aux données de votre territoire. C'est là où, à travers un observatoire à l'échelle nationale, l'objectif, c'est d'avoir des observatoires, votre observatoire à l'échelle de votre territoire. Et donc, ce qui va surtout ressortir, c'est un parcours utilisateur personnalisé, donc des tableaux de bord qui vont pouvoir répondre de par la masse d'informations qui commence à être capitalisée, à garder quand même une lecture simple, une ergonomie et une intuitivité de la solution à travers ces parcours personnalisés. On pourra le voir à travers la démonstration. Et puis, tout un ensemble d'éléments relatifs aux problématiques d'un territoire. Donc, on parlait tout à l'heure de périmètre, de zone en jeu, donc à travers des calques, on verra à travers la solution. La capacité d'édition, comme je le relevais sur la slide précédente. Et puis, un point très important, notamment pour avoir une approche proactive sur les politiques publiques, c'est de pouvoir filtrer la donnée, repérer très facilement à travers des filtres multicritères ou des filtres géographiques, où sont situés les bâtiments, les ménages qui répondent à telle typologie. On pourra le voir notamment à travers la démonstration, et puis quelques éléments complémentaires, comme du Street View pour des expériences encore plus poussées. Mais plutôt qu'un long discours, passons à la démonstration. Alors, le point important dans la démonstration, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire une démonstration à travers la solution augmentée Keymop, parce que ça permet d'aller encore plus loin, de présenter des cas d'usage assez poussés, notamment avec l'exemple d'un territoire adhérent.
Mais toute l'expérience utilisateur présentée est la même sur l'ONB. On a le même format, donc ce que vous faites sur l'ONB, pour ceux qui utilisent l'ONB, vous allez pouvoir retrouver ces éléments et avoir ce même parcours utilisateur. Et inversement, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un glissement entre les deux solutions, hein, et les plateformes sont travaillées sur la même logique, avec la différence qu'IMOP prendra en compte les particularités du territoire. Donc globalement, quand vous accédez au portail de nos ressources, si vous avez accès aux deux solutions, vous pouvez à la fois aller sur l'ONB, donc la solution que vous connaissez bien, ou sur IMOP, je vais y venir juste après. Le point important, c'est qu'il y a un accès en haut à droite à nos ressources. Donc je vous invite éventuellement à y aller, que ce soit sur l'ONB ou IMOP. Il y a une foire aux questions dédiée qui vous renvoie sur des éléments qui vous permettent de vous approprier le parcours utilisateur, qui renvoie vers d'autres ressources comme le guide utilisateur. Donc, c'est ici que l'on va de plus en plus, bien sûr, capitaliser les ressources de nos solutions. Si je reviens en arrière sur l'ONB, donc on va basculer sur IMOP. L'objectif ici, c'est de vous présenter sur un territoire dédié jusqu'où on peut aller. Donc, comme le disait Jonathan, pour aller plus loin que l'ONB, bien entendu, il y aura des données en plus. Alors, le point important aussi sur lequel je vais m'arrêter 2 minutes sur la solution IMOP, c'est qu'on a accès aussi à une partie administration. L'objectif, c'est que vous puissiez aussi vous approprier votre parc utilisateur pour éventuellement modifier, rajouter des collaborateurs au sein de votre structure. Là-dessus, l'objectif, c'est aussi de vous laisser la main. Et on voit rapidement à travers cet espace que l'ONB comme IMOP, ce ne sont pas de simples outils de cartovise, hein, des cartographies statiques. On est vraiment sur une véritable plateforme qui intègre toute la complexité géographique du référentiel de données qu'on vient d'évoquer, avec des paramétrages assez avancés de bibliothèques d'attributs, de métadonnées, de documentation. Donc, voilà, il y a vraiment un gros moteur derrière tout ça. Et l'objectif, c'est de vous donner accès aussi à cet espace d'administration pour vous faciliter la prise en main. Donc, si je reviens sur le géoservice et ses fonctionnalités, donc bien entendu, des données supplémentaires. Si on prend par exemple l'exemple des fichiers fonciers, on va avoir des éléments cartographiques. Donc, si sur l'ONB, on a par exemple les années de construction, on va pouvoir retrouver d'autres éléments sur les surfaces, par exemple. Donc, on trouve ici toute une bibliothèque de cartographie classée par thématique. Si on reste sur les éléments des fichiers fonciers, on va trouver des éléments complémentaires, notamment essentiels pour la gestion des politiques d'habitat sur l'occupation, donc des éléments par exemple sur les typologies de propriétés, donc pour voir quelles sont les copropriétés privées, publiques, les monopropriétés, le logement social, identifier ces éléments à l'échelle du territoire sous forme de cartographie. Des éléments en lien avec l'habitat indigne qu'on retrouve aussi dans cette donnée foncière, hein, même si parfois ils peuvent être questionnés sur des niveaux de fiabilité, ils donnent parfois un premier niveau d'approche qui n'est pas non plus à écarter, qui pourra bien sûr être consolidé avec d'autres données locales. On voit d'ailleurs sur la droite qu'il y a des jeux de binômes selon les cartes où on peut basculer sur des éléments soit inversés, soit complémentaires. Et puis les données prédites, comme ça a été évoqué par Jonathan. Donc, on voit bien ici ce qu'a évoqué Jonathan sur la slide. Si on a les données réelles, issues donc des diagnostics réels faits sur site, on va pouvoir les compléter avec une donnée réelle et prédite, ce qui permet d'avoir, on le voit bien ici, une donnée complète à l'échelle du territoire, mais de donner la main quand même si vous souhaitez avoir un focus sur seulement les données réelles en fonction des besoins de ciblage, de repérage. Donc, globalement, on va se retrouver avec une donnée encore plus complète, documentée. Donc, le point important, c'est que la donnée, vous avez accès aux fiches descriptives pour chaque donnée. Si je clique ici, on a accès notamment à ces fiches descriptives qui vous précisent les leviers, les freins, les méthodologies autour de ces données-là. Des éléments, les métadonnées, on en parlait, donc les sources de données, les millésimes, les fiabilités. Et ces éléments vont se retrouver à chaque niveau de granularité de l'information. Donc là, on est plutôt à une échelle territoriale, mais ces métadonnées vont être qualifiées pour chaque objet et chaque attribut dès lors qu'on descendra à la maille du bâtiment. Et puis des éléments ici, vous l'avez vu, plutôt statistiques. On peut jongler sur les niveaux d'interprétation, unités, pourcentage. Est-ce qu'on est à l'échelle de l'adresse ou on veut plutôt un décompte de logements pour chaque adresse? Donc tout ça, c'est vraiment une expérience que vous avez aussi sur l'Observatoire national des bâtiments et sur laquelle vous pouvez jouer. Donc, globalement, une donnée encore plus importante, quelques retours faits par les adhérents IMOP, hein, on a eu des retours des communes et des partenaires sur le fait que grâce au DPE, ils identifiaient bien plus facilement, par exemple, les copropriétés à rénover en priorité,
et que c'était très utile pour les visites à l'adresse. Des retours intéressants dans cette co-construction, c'est aussi de valider la qualité des données. Donc, on a des retours qui nous disent vraiment que les données rencontrées ont été globalement confirmées par le terrain. Donc, c'est aussi intéressant de se confronter à l'opérationnel avec des cas d'usage concrets. Donc, la partie cartographique, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec une approche à une échelle élémentaire à l'adresse et au bâtiment. On le voit ici, si on clique sur un bâtiment, on a la géométrie du bâtiment, un identifiant du bâtiment. Donc, pour ceux qui travaillent ou qui ont eu écho du groupe de travail sur l'identifiant unique du bâtiment, là, l'idée, c'est aussi de co-construire avec vous ce référentiel national des bâtiments, c'est-à-dire qu'à travers ces travaux que nous, on travaille au sein du RBS, on a besoin aussi, bien sûr, de co-construire avec vous. Donc, c'est des sujets sur lesquels on peut échanger, sur lesquels on peut capitaliser collectivement pour ensuite partager ces évolutions au niveau des groupes de travail au niveau national. Le point important à travers Immop, donc si ici, comme sur l'ONB, on a des éléments avec l'approche élémentaire de l'adresse du bâtiment, on va avoir en plus sur Immop des calques. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, les calques ont un intérêt, c'est qu'on va pouvoir rajouter des éléments sur les périmètres à enjeu. Donc, quelques exemples, les OPARU, les PNRCAD, les NPNRU, etc., etc. Tous les éléments qu'on retrouve, que ce soit à l'échelle du bâtiment comme à l'échelle des calques, ont des tables attributaires. Donc, ça permet aussi d'aller un peu plus loin sur la manipulation de l'information pour ceux qui travaillent soit sous des SIG, soit simplement penser que c'est un format de tableur, un format Excel pour ceux qui manipulent ces informations-là. L'approche des calques, elle va aussi être croisée avec une approche multi-objet. Immop, c'est l'inventaire multi-objet. Donc, tout à l'heure, on parlait des questions d'adresse, de parcelle. Il y a les questions de la TUP. Donc, la TUP, c'est la table unifiée du parcellaire, donc qui va reprendre l'unité foncière, et les copropriétés en multiparcellaire. Ça, c'est un point important. Jonathan parlait tout à l'heure du croisement des copropriétés avec l'information foncière ou à l'adresse. On retrouve, par exemple, les copropriétés. Et ce qui est important, vous le voyez au niveau cartographique, c'est là où nos solutions, l'objectif, c'est aussi de vous accompagner dans le parcours utilisateur pour bien comprendre que parfois une copropriété est sur plusieurs adresses et sur plusieurs bâtiments, et c'est de vous faciliter en tout cas l'appréhension de cet usage, et on le verra aussi tout à l'heure à travers les tableaux de bord à l'échelle des territoires. Certains métriques, quand on parle à l'échelle de la copro ou le nombre de bâtiments qui sont en copropriété, on n'aura pas forcément les mêmes chiffres qui ressortiront. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner pour une bonne compréhension des objets et des méthodes qui sont derrière les chiffres ressortis, pour qu'ensuite, lorsque vous faites de l'opérationnel, lorsque vous présentez ces chiffres dans vos rapports, il y ait une méthodologie la plus transparente et la plus claire possible pour présenter ces résultats. Je reviens sur la table attributaire, ça c'est un point important. Donc la table attributaire, si on revient sur la partie cartographique, à l'échelle du bâtiment de l'adresse, on retrouve aussi l'accès à cette table attributaire ici. Donc c'est des éléments que vous avez aussi sur l'Observatoire national des bâtiments. L'intérêt de cette table attributaire, c'est qu'il y a un premier niveau de manipulation avancé de l'information. On va pouvoir avoir une capacité de filtrer, de zoomer sur une parcelle ou un bâtiment repéré et d'avoir quelques caractéristiques mentionnées dans cette table. L'objectif aussi, il est de pouvoir exporter la donnée. Donc, si on exporte la donnée, on va être dans les standards géographiques. Donc, ça peut être un export simple au format Excel, avec un Excel qui sera mis en forme. Alors, j'ai peut-être fait l'erreur d'exporter tout le territoire en format Excel, et parfois Excel est capricieux. C'est aussi l'intérêt des solutions, c'est que si on est sur des milliers, des centaines de milliers de lignes, la solution, elle, va être assez intuitive, où là, parfois, des logiciels les logiciels type Excel sont parfois un peu lourds dès lors qu'il y a beaucoup de lignes à ouvrir. Et l'autre point important, c'est de vous permettre d'ouvrir des géopackages. Pourquoi? Parce que ce géopackage, quand il va être téléchargé, vous allez pouvoir basculer sur les solutions SIG que vous avez en interne. Et l'objectif, c'est de ne pas vous faire perdre du temps à remettre en forme, c'est de basculer, de téléverser rapidement le géopackage dans vos outils. L'objectif ici, c'est que vous gardiez aussi la mise en forme. Si vous avez commencé à travailler sur l'Observatoire national des bâtiments ou Immop, certaines cartographies, on retrouve les sémiologies, les styles qui ont été construits, et ça vous permettra soit de changer les modalités, les couleurs, vous pouvez aller plus loin ou croiser avec d'autres thématiques. Ici, j'ai téléchargé la donnée à l'échelle d'un territoire. L'objectif, comme je le disais aussi à travers la solution, dans une approche de sobriété, va être que si on zoome sur un périmètre spécifique, là où on a des périmètres géographiques, si je zoome sur un périmètre d'étude, une commune, une iris, on va rester sur un périmètre en jeu. Si je zoome sur un ou plusieurs PRU, par exemple,
la cartographie se met à jour, et lorsque je vais télécharger mes données à l'échelle du bâtiment de l'adresse, je n'aurai que ces éléments qui ressortiront, et on le verra par la suite, ça permettra aussi d'avoir des tableaux de bord dynamiques qui donnent les chiffres simplement sur les périmètres sélectionnés, j'y reviendrai juste après. Bien entendu, et ça c'est valable sur l'Observatoire national des bâtiments, on peut aussi télécharger la carte qui est mise en forme. Donc très simplement, je fais ma mise en forme sur l'outil, ce qui évite de solliciter éventuellement mes SI, de les sursolliciter sur des cartographies simplifiées à réaliser. On télécharge la carte et rapidement l'image apparaît. L'image est téléchargée et vous pouvez ensuite diffuser ces éléments à vos collaborateurs. Voilà pour la partie cartographie. Parmi les retours des utilisateurs, des adhérents, notamment on a eu des retours dans les cadres de Petites Villes de demain, il y a un gain de temps vraiment énorme qui a été réalisé à travers la solution et avec des cartes qui s'avèrent assez précises. Donc voilà les quelques retours qu'on a eu de vos homologues. Si on bascule sur la partie tableau de bord du territoire, qui se trouve en haut à droite, donc, comme sur l'Observatoire national des bâtiments, il y a un tableau de bord du territoire qui est à l'échelle France ou qui est, je vais revenir en arrière, qui est à l'échelle du territoire que vous avez sélectionné. Donc ici, on a accès à plusieurs territoires. Donc soit sous l'immeuble, vous êtes ayant droit de plusieurs territoires, vous avez accès à ces différents territoires, soit au niveau de l'ONB, vous avez accès à tous les territoires en France, toutes les EPCI, les communes, et vous pouvez sélectionner les territoires sur lesquels vous souhaitez travailler. Et dès lors que vous avez sélectionné ces périmètres, le tableau de bord du territoire se mettra à jour avec les métriques du périmètre sur lesquels vous travaillez. Donc, c'est la même chose sur IMOP, c'est-à-dire que là, je suis à l'échelle d'un territoire. On va retrouver des gabarits que nous, on travaille de notre côté, là aussi, pour ne pas empiler trop d'informations, mais chaque gabarit, bien sûr, pourra être complété par le catalogue de données qui donne accès à toutes les informations disponibles dans la base de données. Mais ce qui est important de retenir sur ce tableau de bord du territoire, comme vous l'avez vu, c'est que très rapidement, vous avez besoin de chiffres à l'échelle du territoire, avec une approche au logement ou une approche à l'adresse. Donc, si on clique d'une approche à l'autre, vous voyez que les métriques évoluent. Avec des éléments, comme on le disait tout à l'heure, des informations, bien sûr, pour préciser de quoi on parle, des éléments qui sont à l'échelle du logement, on le voit ici. Si on parle de type d'occupation, on peut avoir le nombre de propriétaires occupants, le nombre de propriétaires bailleurs, le nombre de logements vacants, alors que sur certains indicateurs, on sera plutôt à des échelles d'adresses de bâtiments ou d'éléments transverses. Prenons l'exemple des arrêtés. Là, on va vraiment dénombrer le nombre d'arrêtés, mais on pourrait également dire voilà, combien de bâtiments, combien d'adresses, combien de logements sont concernés par un arrêté. Donc là, l'objectif, c'est vraiment à chaque fois de préciser de quel objet on parle et de quelle granularité on parle. Et puis, bien entendu, l'objectif de ces tableaux de bord, c'est que vous puissiez vous-même les mettre en forme pour exporter en format image ces éléments et gagner du temps aussi sur la conception de vos rapports, de vos diagnostics, ou alors que vos bureaux d'études, ça c'est un point important, gagnent du temps sur cette partie-là pour se concentrer sur là où est leur réelle valeur, l'analyse, l'arpentage terrain, l'animation et le suivi avec le jeu d'acteurs au niveau du territoire. Alors, dans l'exemple que je vous présente ici, c'est assez intéressant parce qu'on a des indicateurs relatifs à des bases de données nationales, des indicateurs relatifs à des bases de données reconstruites, prédites, et on voit ici des éléments aussi relatifs à des données locales. Donc là, on a pris l'exemple de données issues du NALEC. Donc, on a des éléments en lien avec les aides, les demandes de rénovation, les suivis. Donc, ça va permettre d'avoir des métriques à l'échelle du territoire sur ces éléments. On parlait tout à l'heure d'un premier niveau de filtre géographique. Ces indicateurs, si on zoome sur un périmètre en jeu, une commune, une iris ou plusieurs, on voit tout de suite qu'en un clic, se mettent à jour les éléments. Donc tout de suite, vous voulez vos métriques à l'échelle de vos OPA, sans faire 36 allers-retours, vous avez tout de suite ces métriques qui vont se mettre à jour sur votre tableau de bord du territoire. Et la cartographie, comme on l'a vu tout à l'heure, va aussi faire un focus sur ces périmètres sélectionnés. Donc voilà pour la partie tableau de bord du territoire personnalisé. Le point important donc, à retenir, ce sont les gabarits. C'est l'approche de pouvoir sauvegarder aussi ces gabarits et de les partager avec vos collaborateurs au sein de vos structures et éventuellement de rajouter des éléments. Alors, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais on pourrait par exemple, on parlait des copropriétés, on veut les taux d'impayés. On peut rajouter des graphiques sur les taux d'impayés au niveau du territoire ou des sous-territoires ou des territoires dans sa complétude. Voilà pour la partie territoriale. On va ensuite basculer sur un niveau inférieur qui est la carte d'identité du bâtiment, de l'adresse. Donc ça, c'est des choses que vous avez pu éventuellement consulter sur l'Observatoire national des bâtiments. Quand vous cliquez sur
sur un bâtiment, sur une adresse, vous allez pouvoir accéder au tableau de bord de cette adresse. Vous pouvez, comme sur l'Observatoire national des bâtiments, rechercher une adresse. Hein, donc ça, c'est important. Hein, donc le géocodage se fait avec l'API qu'il y a sur adresse.gouv. Donc on est lié à cette API pour rechercher les adresses. Et donc, dès lors qu'on a sélectionné une adresse, qu'on a cliqué dessus, alors des éléments complémentaires, tout à l'heure j'en parlais, on a des éléments comme Street View qui vont permettre éventuellement d'aller un peu plus loin aussi sur la connaissance, à l'échelle de la carto comme à l'échelle du tableau de bord. Si on fait le focus sur une carte d'identité d'un bâtiment, donc c'est la même approche que le tableau de bord du territoire, donc c'est ce que vous retrouvez aussi sur l'Observatoire national des bâtiments, sauf que sur Immeuble, bien sûr, on a encore plus de données, donc on a des gabarits qui sont encore un peu plus fournis, donc avec des éléments en lien avec l'énergie. Donc chaque information aura bien sa métadonnée, hein, si vous souhaitez voir si le DPE est plutôt issu de la base ADEME ou était prédit s'il n'y avait pas d'informations dans la base ADEME. Des éléments de consommation, alors là, on est a priori sur une monopropriété, donc on n'a pas d'éléments comme le mentionnait Jonathan, mais on pourrait avoir la courbe millésime après millésime de la consommation. Des éléments, qu'on le voit, des données locales, quand on permet d'avoir un peu plus d'informations, on peut avoir des éléments sur les arrêtés, avec la liste des arrêtés s'il y en a eu plusieurs. Ça, c'est important, c'est-à-dire que si on a une approche à l'adresse, l'importance d'avoir des gabarits, c'est qu'on peut avoir, on le voit très bien ici, il y a des éléments à l'adresse, il y a des éléments sous forme de liste. Là, par exemple, on a le nom des propriétaires. Si on avait plusieurs propriétaires sur une copropriété, on aurait cette liste de propriétaires avec leur nom, leur date de naissance. Donc là, on est sur une donnée, bien sûr, non anonymisée et conventionnée, mais c'est des choses qui peuvent être mobilisées dans le cadre de politiques publiques. On peut avoir des listes d'opérations d'aménagement, donc s'il y a eu, par exemple, des dispositifs OPA sur ce bâtiment. On a, tout à l'heure, Jonathan évoquait des caractéristiques plutôt à l'échelle de l'INSEE, donc certaines données ne peuvent être à l'échelle de l'adresse ou du bâtiment, mais c'est intéressant de pouvoir situer le bâtiment quand même dans les caractéristiques socio-économiques de son îlot, de son secteur. Point important, on parlait des copropriétés. Alors ici, on n'a pas de copropriété, mais là aussi, c'est intéressant, c'est que si on a une copropriété sur plusieurs bâtiments, on pourra à chaque fois bien retrouver cette information avec le numéro d'immatriculation, le représentant du syndic, les éléments fiscaux et de gestion de la copro. C'est la même chose pour les questions du bailleur social. Et puis, le point important, donc on peut s'arrêter ici, c'est assez intéressant, c'est d'avoir des éléments remontés par les partenaires. Donc là, notamment, on a des éléments, et donc on est en mode édition. Les tiers de confiance peuvent aussi mettre à jour la donnée. Donc là, on est sur des éléments de suivi un peu plus poussés, notamment par rapport aux aides ou aux accompagnements du ménage sur ce bâtiment-là. Il y a d'autres gabarits, disponibles, donc il y en a tout un tas parce que le catalogue de données, comme on l'a vu tout à l'heure, est assez conséquent. Hein. Il y a entre 100 et 200 attributs selon ce qu'on mobilise comme données. Donc l'objectif, c'est aussi de construire des gabarits qui vont répondre à vos besoins. Hein. Donc on peut avoir un gabarit qui est plus focus sur les problématiques de vacances, sur les problématiques foncières, sur les problématiques énergétiques, sur les problématiques copro. Et un autre exemple, du coup, pour aller plus loin, c'est qu'on peut aussi travailler des indices composites. Donc pour ceux qui ont des veilles observatoires des copropriétés, c'est des choses aussi qui peuvent être aussi déjà qui ont été travaillées par des bureaux d'études. Donc, on peut aussi capitaliser sur les méthodologies qui ont été déjà déployées. Mais l'objectif ici, comme on le voit, c'est d'avoir des visuels assez simples pour comprendre de quoi on parle lorsqu'on a des indices composites, ce qu'on appelle des indices composites, qui permettent de noter des informations pour ensuite avoir une note globale. C'est des choses qu'on peut décliner à d'autres problématiques. On a notamment à travailler des potentiels de rénovation énergétique en identifiant des paniers qui répondraient le plus pour de la conversion, pour de la transformation à de la rénovation. Donc voilà, des choses à travailler notamment avec vous. Voilà pour la partie adresse et bâtiment. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure lors du temps de questions-réponses. Je vais basculer sur la dernière fonctionnalité essentielle d'Immeuble qui est très utilisée dans le cadre notamment du repérage, du ciblage. Alors ça, c'est un élément qui n'est pas forcément disponible sur l'Observatoire national des bâtiments, c'est d'accéder à ce qu'on appelle un filtre multicritère. Donc c'est quelque chose qui a notamment été travaillé initialement avec l'approche de massifier la rénovation énergétique avec les agences de l'énergie et du climat, avec des retours qui nous ont été faits, qui avaient un repérage instantané, un gain de temps observé de 6 à 9 mois. Hein. L'Agence parisienne du climat, notamment, nous a fait remonter ce gain de temps significatif. Donc, l'objectif ici, c'est que sur
alors soit de votre côté, hein, en toute autonomie, et une approche simplifiée mais exhaustive, qu'en toute autonomie et de manière illimitée, vous puissiez manipuler l'information, donc accéder là aussi à toutes les données disponibles. Ça peut se faire aussi sur un comité technique, sur une réunion technique, pour ne pas avoir à chaque fois à demander des simulations, des cartes à vos SI, et de choisir les modalités qui vous paraissent pertinentes pour ce repérage. Donc là, dans le scénario qui a été réalisé, on a des performances thermiques, on a des passoires énergétiques, enfin des passoires énergétiques qu'on relève jusqu'aux étiquettes supérieures pour avoir une information un peu plus exhaustive, des bâtiments anciens construits avant les années 80, des typologies de monopropriété plutôt ciblées le parc privé, les monopropriétés et les copros, qui ont au moins un logement vacant, en vacances structurelles de plus de 2 ans, et du logement indigne. Comme on le voit ici, à chaque fois, quand on manipule l'information, on a des éléments qui nous reprécisent de quoi on parle. Et quand on mobilise toutes ces informations-là, alors je vais rajouter une composante pour montrer aussi l'intérêt des données prédites. Si je rajoute une contrainte sur les DPE diagnostiqués, hop, donc là on a simplement la donnée réelle. Quand j'applique le filtre à l'échelle du territoire, on voit qu'instantanément, avec une représentation de... Je vais nettoyer un petit peu la carte pour que ce soit plus lisible en enlevant les calques. Voilà. On a tout de suite, instantanément, sous forme de cluster, pour représenter où est la masse homogène de bâtiments ou de ménages repérés, hein, pour voir un peu les zones en jeu. On a cette représentation qui nous donne les résultats avec instantanément le nombre d'adresses, de bâtiments, de logements qui répondent à notre sélection. Ce qui est important dans cette sélection, c'est qu'on va aussi avoir, sous la même forme que le tableau de bord du territoire, un bilan. C'est-à-dire que parmi ce panier identifié, quelles sont les caractéristiques qui ressortent. Donc ça, c'est important parce que vous allez du coup pouvoir jouer éventuellement sur les indicateurs sélectionnés en se disant, ben voilà, on n'a pas joué sur telle typologie de caractéristiques, on veut affiner la sélection, on a la main pour aller plus loin parce qu'on a globalement les éléments, par exemple sur les sources d'énergie et de chauffage, on a là, par exemple, on cible globalement des adresses qui sont alimentées, dont le chauffage est en électrique, pardon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir affiner. Le point important par rapport à la donnée prédite, ici, j'ai contraint la donnée avec des DPE diagnostiqués. Si j'enlève cette contrainte, qu'on est sur les DPE diagnostiqués ou estimés, on voit qu'on aura un ciblage plus important parce qu'on a une connaissance plus complète à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est un point important. Bien sûr, cette sélection, une fois réalisée, on va pouvoir exporter les données. Alors, de la même manière, hein, je veux un export simple avec simplement ma liste d'adresses sous forme de tableur pour transmettre à mon collaborateur ou mon prestataire. On va pouvoir réaliser cette action, ou bien sûr dans des GeoPackages pour continuer à manipuler l'information. On peut faire des scénarios avec des éléments de données locales. Donc, si on a eu des arrêtés, par exemple, si on a eu des éléments avec, on ne l'a pas évoqué, on peut avoir des adresses ciblées par un dispositif, hein, dans le cadre d'une OPAD, du dispositif passé, vous savez que des immeubles ont été ciblés par un dispositif, on peut avoir ces éléments, et on va le voir ici à l'échelle d'un territoire, on va retrouver les gisements qui correspondent. Voilà globalement pour l'approche autour de IMOP, qui fait écho aussi avec le parcours utilisateur de l'Observatoire national des bâtiments. Je vais m'arrêter ici pour la partie démonstration. On va reprendre le fil des slides pour finaliser nos éléments. Et Jonathan, je te renvoie la parole sur ce point. Merci. Donc, on va terminer la présentation avec les éléments sur quel usage en fait de ces outils, que ce soit l'ONB et la version IMOP augmentée, et de toute la richesse de l'information qui est disponible au niveau national, mais encore plus au niveau local. C'est pour ça que Maximilien a beaucoup insisté en fait sur l'intégration de données locales. Comme on vous l'a mentionné, en fait, URBS, on a travaillé un premier référentiel à l'échelle nationale dès 2017. C'est-à-dire en 2017, on disposait déjà d'un référentiel à l'échelle nationale des bâtiments résidentiels. Et aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de pouvoir passer à la deuxième étape, qui est de capitaliser les données locales pour pouvoir mettre en valeur tous les travaux qui sont faits au niveau des territoires et qui sont souvent pas forcément capitalisés ou pas forcément accessibles facilement à l'ensemble des collaborateurs. Très concrètement, aujourd'hui, ces outils-là sont déjà utilisés depuis plusieurs années et permettent de couvrir un large spectre de politiques de l'habitat.
Donc, on va avoir tout ce qui va être lié à la lutte contre la précarité énergétique, la vacance, le logement indigne. Ça va être aussi des outils et des données support pour des veilles observatoires des copropriétés, des études préopérationnelles, des OPA-RU ou encore des PIG. On peut utiliser dans une certaine mesure aussi les données pour alimenter le plan local de l'habitat ou les plans locaux de l'urbanisme intercommunaux. Ce sont des compléments aux observatoires de l'habitat. Alors, on utilise le terme observatoire au sens un outil qui permet une observation fine, mais on voit que sur les territoires, on a beaucoup d'acteurs qui peuvent se nourrir de cette très riche information pour en faire de la connaissance exploitable, qui remettent après en accès sous d'autres formats et avec des analyses complémentaires auprès des communes ou auprès des autres acteurs. C'est des outils et des données qui vont faciliter le suivi et le bilan, par exemple, des plans climat. Donc, si vous avez une démarche sur le parc résidentiel de suivi des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des consommations d'énergie, avec ces outils-là, annuellement, vous pouvez suivre le taux de rénovation, le nombre de rénovations, les consommations du parc et éventuellement la réduction des consommations du parc à partir du moment où on a fait le suivi des performances après travaux. Ces questions d'énergie, forcément, ça va permettre d'accompagner aussi vos partenaires territoriaux, que sont les agences locales de l'énergie et du climat, mais plus globalement les services publics de la performance énergétique, à la fois en capitalisant leurs données et en les rendant accessibles à la totalité des acteurs du territoire qui pourraient avoir droit de regard sur ces données-là, mais aussi plus globalement aux ADIL ou aux agences d'urbanisme, les agences d'urbanisme pouvant réutiliser cette donnée-là pour enrichir leur analyse territoriale. Et un dernier exemple, c'est un soutien au dispositif, notamment au niveau national, de Petites Villes de demain, qui permet d'avoir une connaissance et donc d'aller encore plus loin, plus rapidement, plus facilement dans l'atteinte des objectifs de transition. Au niveau des bénéfices, ils sont assez nombreux. On les a ici divisés en deux typologies de bénéfices. Les bénéfices, si on est un décideur ou un élu, donc là, on va plutôt avoir une capacité à mieux accompagner ses citoyens dans toutes les transitions. Alors, pourquoi mieux accompagner ses citoyens? Aujourd'hui, chez URBS, on croit beaucoup aux actions proactives, c'est-à-dire de donner une capacité aux acteurs publics à pouvoir être proactifs et identifier des paniers de rénovation, des paniers de bâtiments précaires, des paniers de bâtiments insalubres qui vont permettre après à l'acteur public de gérer en fait un volume. Et ce volume, grâce à une meilleure gestion, pourra permettre d'accompagner les différentes typologies de citoyens, de bâtiments. On voit aujourd'hui, par exemple, que certains habitants ne s'identifient pas alors que l'acteur public pourrait les accompagner. Grâce à ces outils-là, on peut permettre à l'acteur public de les identifier. Une meilleure qualité dans les actions et l'efficience des décisions, on voit que grâce à cette capacité à croiser facilement, à échanger avec ces différentes directions, avec ses collègues, avec ses partenaires, autour d'un outil qui permet une prise en main très aisée, on peut améliorer ces décisions et voir les conséquences que ça pourrait avoir sur des indicateurs qui ne font pas partie de la thématique que l'on aborde. Donc, par exemple, si on a une approche rénovation énergétique, on peut voir quelle est la part de bâtiments que l'on va toucher et qui sont aussi vacants ou insalubres, et donc permettre d'optimiser aussi l'action en mettant autour de la table les différentes directions qui pourraient être liées à des problématiques transverses liées au bâtiment. De manière globale, ça va permettre de générer un gain économique assez conséquent qui vont à la fois se retranscrire sur la limitation des coûts de prestation. En fait, avoir accès à une donnée structurée à des outils de ce type-là au sein d'un territoire, ça permet de limiter en fait les redites au sein notamment des appels d'offres. Donc, au lieu que vous ayez à chaque fois des bureaux d'études qui refont une étude, qui refont des regroupements de données, vous avez ici en fait un ensemble de données disponibles, ce qui permet d'optimiser les fonds publics. Avec un élément à avoir en tête, c'est le retour sur investissement. Aujourd'hui, déployer une solution comme Immop sur un territoire, le retour sur investissement est quasi instantané. Pourquoi on dit ça? C'est que si vous passez plus de 5 jours cumulés par an pour regrouper de la donnée, générer des cartes standards, comme on a pu vous le montrer, faire du repérage,
l'outil est instantanément en fait, rentabilisé. Et globalement, tous ces éléments-là vont permettre aussi d'améliorer la qualité de vie au travail de tous vos collaborateurs sur les territoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour un opérateur, l'accès à ces outils, l'accès à ces données pré-traitées par nos soins lui permet de recentrer ses expertises, de simplifier la réalisation de ses études, à la fois en termes de temps et de moyens disponibles, d'optimiser son temps de production et donc de se concentrer sur là où est sa plus-value. Que ce soit des services opérationnels, des travailleurs sociaux, des comités techniques ou même les services SIG, où grâce à ces données déjà fournies, ils peuvent aller très loin dans leur expertise. Et plus globalement, en fait, de capitaliser la connaissance entre collègues et entre services. Et donc, quand vous avez un nouveau collaborateur qui arrive, lui donner la capacité de très vite monter en connaissance sur le territoire, bien entendu, avec des accompagnements des personnes qui étaient déjà présentes. En termes d'accès, aujourd'hui, comme on l'a mentionné, l'Observatoire national des bâtiments, de par l'engagement du RBS, c'est un accès qui va permettre à terme de fournir, un outil qui va permettre de fournir l'ensemble des données ouvertes. Il est possible aussi d'adhérer à cette version augmentée qu'est IMOP. Ça va vous permettre d'accéder à un ensemble de ressources et globalement à la totalité des ressources du RBS, donc l'outil IMOP, donc la version augmentée de l'ONB, la base de données globale de tous les indicateurs structurés, que ce soit les données nationales, les données prédites, les données remontées du terrain ou les données locales que vous aurez pu nous faire parvenir, sachant que cette base de données-là, une fois constituée, elle vous est livrée dans son entièreté et elle restera chez vous, quelles que soient les situations à venir, ça sera votre donnée, votre propriété. Et en parallèle de ça, on va avoir tout un accompagnement expert de vos collaborateurs, à la fois sur la formation aux données, ce qu'il est très important d'avoir en tête, et Maximilien l'a très bien montré, c'est qu'une donnée, ce n'est pas uniquement une valeur, c'est aussi un millésime, une méthodologie d'obtention, une fiabilité, une qualité de l'appareillement. Et tout ça, en fait, les opérateurs ont besoin de le connaître, comme les décideurs, pour que la décision soit prise au vu de la qualité de ces données-là. On va aussi avoir tout ce qui va être SAV utilisateur pour à la fois remonter les bonnes pratiques, les problématiques, les axes d'amélioration qui, comme l'a dit Maximilien, bénéficieront après à la totalité de la communauté, étant donné qu'on fait des outils réplicables et transférables. Et donc, le principe, c'est de pouvoir collectivement co-construire les outils de demain et améliorer aussi la gestion des données. Voilà, donc en complément, on aura aussi un accès dédié à toute la documentation, la méthodologie, les webinaires. On peut accompagner aussi, via ces adhésions-là, vos DPO pour leur permettre d'identifier les modalités de transfert des données obtenues via la base de données qu'on va vous transférer auprès des autres acteurs de votre territoire, etc. etc. Alors, cette adhésion-là, elle est disponible aujourd'hui. On ouvre au territoire aux personnes qui souhaiteraient aller plus loin que ce qui est disponible pour l'ONB à partir de 2 000 € par an. Donc, tout ce que l'on a vu précédemment, à partir de 2 000 € c'est disponible à partir de l'échelle d'une commune, d'un EPCI, d'un département. Et toutes ces données-là et tous ces éléments-là, comme on l'a mentionné, en fait, en termes d'adhésion, ça permet aussi de faire partie du groupe des adhérents de IMOP. Et comme ça a été mentionné par Maximilien, aujourd'hui, on a un peu plus de 500 territoires ou 500 adhérents. Quand on parle d'adhérents, on va à la fois parler d'une commune, d'un EPCI ou d'un EPT, d'un département, d'une agence d'urbanisme, d'une ANALEC, etc., d'une ADIL, de bureaux d'études qui travaillent pour vous, qui sont représentés de façon non exhaustive avec les logos que vous voyez sur cette slide-là, et qui au quotidien, grâce à ces données-là, optimisent les politiques de l'habitat, accélèrent l'atteinte des enjeux de transition dont on a parlé et permettent aussi ce partage des bonnes pratiques, ce partage des informations. Voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Maintenant, on va faire la part restante aux questions qu'on a bien identifiées et qui ont été remontées dans le chat.
on va bien entendu remettre l'adresse du contact. Donc, Marianne, qui est avec nous et qui vous fait coucou, sera disponible. Pour commencer sur les questions, je vais en commencer par une assez plutôt liée à la logistique. La première question, c'est l'accès au PowerPoint ainsi qu'un lien vers la vidéo que l'on a enregistrée vous sera transmise. Donc, vous recevrez très prochainement ces deux éléments-là à travers votre mail contact qui vous a permis de vous inscrire à ce webinaire-là. Et bien entendu, n'hésitez pas à transmettre, si vous le souhaitez, auprès de vos collaborateurs, à la fois le lien vers la vidéo enregistrée et vers le support. Concernant les questions, donc on va y répondre avec Maximilien. On en a identifié plusieurs. La première question que l'on peut identifier, c'est la question du référentiel national des bâtiments et le lien avec le groupe BATID. Donc, il y a une question qui est portée sur le pourquoi de deux projets, etc. Pour bien resituer, comme on vous l'a mentionné, les travaux de l'URBS, à travers l'outil IMOP, ils ont commencé dès 2017. Donc, en fait, on a ouvert la voie en 2017 sur la proposition de valeur qui était la création d'un référentiel à l'échelle nationale. Et à partir de 2017, on est allé voir l'ensemble des acteurs pour pouvoir en fait réfléchir ensemble à capitaliser sur ce référentiel-là pour l'améliorer et le co-construire. Donc, c'est à ce titre-là qu'en 2022 a été créé au global un groupe de travail BATID qui regroupe un ensemble d'acteurs et qui vise justement à capitaliser sur les expériences que l'on a à URBS, mais aussi d'autres expériences d'acteurs territoriaux pour avoir un nouvel et unique référentiel national des bâtiments. Donc, notre objectif, c'est bien entendu que notre référentiel puisse alimenter ces échanges-là, que les éléments pertinents de notre référentiel puissent être réutilisés, que les éléments pertinents des autres référentiels puissent être utilisés pour aller co-construire, comme on vous l'a mentionné, et c'est notre objectif depuis le début, un nouveau référentiel. Donc, l'objectif à terme n'est pas bien entendu d'avoir deux référentiels, mais en fait d'accompagner cette création du référentiel national des bâtiments qui, pour autant, restera lié à des données nationales. Et c'est là l'importance pour nous de l'étape que l'on a enclenchée maintenant depuis quelques années, d'aller capitaliser les données que l'on a au niveau des données locales. Ça me permet d'aller sur une autre question, c'est est-ce que l'on formalise ou que l'on structure les référentiels locaux pour en faire des bases de données nationales? Donc ça, oui, c'est un de nos objectifs. En fait, quand on travaille les données locales, on voit qu'il y a des pratiques de conception des bases de données qui sont sous différents formats, des fichiers Excel, des fichiers GeoPackage ou des données déstructurées. Et donc, nous, notre objectif, c'est avec des techniques que l'on nomme, par exemple, le web sémantique ou les ontologies, de permettre de capitaliser toute cette donnée locale pour les retranscrire avec des notions que l'on pourra réappliquer au niveau national. Et donc, en fait, de chaque petite brique territoriale, commencer à construire le puzzle des données locales qui, on l'espère, rapidement pourra avoir une visibilité et un usage au niveau national. Si on reprend les questions, j'en laisserai bien entendu à Maximilien. Concernant la complémentarité avec les observatoires, donc par exemple, quelqu'un nous a mentionné l'Observatoire départemental de l'habitat en Dordogne. Donc, nos outils, nos solutions sont complètement en synergie et complémentaires à ce type d'observatoire-là. Pourquoi ? Soit ces observatoires n'intègrent pas de composantes visuelles, géographiques, dynamiques. Donc là, l'outil que peut être l'ONB ou la version augmentée IMOP permet d'alimenter et de rendre accessibles ces données-là aux différents acteurs des territoires. Mais aussi, ça peut venir alimenter et enrichir les informations qui sont manipulées dans ces observatoires départementaux.
Donc, comme on l'a mentionné, comme on livre les données, vous pouvez après les réutiliser, les faire post-traiter au besoin par vos services SI ou vos services SIG pour aller encore plus compléter les observatoires, sachant que, comme ça a été mentionné, comme IMOP est une base de données plurigranulaire, vous pourrez soit alimenter vos niveaux statistiques, que peut être une iris, une commune, soit, si vous le souhaitez, pouvoir descendre jusqu'au niveau de l'adresse ou du bâtiment. Donc ça, c'est des éléments importants. Je vais laisser Maximilien la parole pour la question sur le parc HLM à la fois dans l'ONB et on va faire aussi une extrapolation à IMOP. Donc, peut-on identifier le parc HLM sur l'ONB? Je vais me permettre juste de rebondir sur ce que tu as dit, hein. C'est des choses qu'on fait déjà avec des départements. Et ça, alors ça peut se substituer ou pas justement aux observatoires départementaux. Donc ça, après, c'est une discussion à avoir avec vous en fonction de l'existant, de la feuille de route que vous voulez engager, avec les projets faits aussi avec vos partenaires, hein, les ADIL qui portent ces dispositifs. Donc en tout cas, il y a une réelle complémentarité, et ça c'est le point à retenir. Et juste avant de répondre à la question que tu mentionnais, Jonathan, je fais écho justement avec la question sur les exports, se font-ils en fichier ou en flux? Justement, ça c'est important, c'est-à-dire que nous, on peut mettre en place des flux par rapport aux autres outils ou aux autres dispositifs que vous souhaitez alimenter de manière dynamique, avec toujours cette question aussi de sobriété ou de ne pas surdimensionner un envoi de données quotidien si ce n'est pas nécessaire par rapport aux outils, aux dispositifs qu'il faut alimenter. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où on envoie des fichiers simples ou alors ce qu'on appelle un dump. Donc les dumps, c'est rapidement, c'est la base de données complète avec toutes les relations entre les différentes tables pour que vos SI puissent avoir vraiment la donnée complète, la métadonnée aux objets, toutes les tables, etc. Donc ça, c'est une livraison qu'on va faire de manière voilà, sous format cloud, téléchargement, enfin sécurisé, mais on pourrait mettre en place des flux pour que mensuellement, notamment comme on a des données aussi qui viennent du terrain, qu'il n'y ait pas non plus ces effets de doublons, hein, c'est-à-dire que ce qui remonte dans l'IMOP par des partenaires, l'idée c'est qu'ils ne le fassent pas par ailleurs. Donc c'est là où il y a ces réflexions à discuter ensemble sur quelle pertinence à mettre en place en flux, quel coût ça a aussi, hein, bien sûr, parce qu'après, dès lors qu'on met en place des flux, ça a des coûts, mais pas seulement nous en tant que prestataires, ça a des coûts internes aussi, puisqu'il faut mobiliser vos équipes. Donc voilà, c'est des choses à discuter ensemble. C'est là où aussi on est en train de travailler des API pour rendre ces éléments de plus en plus faciles à mettre en place pour se plugger de plus en plus facilement. Donc voilà la réponse à cette question. Je reviens sur la question de Jonathan. Donc oui, on peut identifier le parc HLM sur l'ONB. On a notamment été aussi mobilisé sur le référentiel du logement social à ce sujet au niveau du ministère. Et il y a de réels enjeux. C'est comme les questions d'éco-pro, c'est qu'aujourd'hui, face à des sources de données qui ont des divergences de méthodologie. Donc c'est là où c'est important, à travers nos travaux, à travers les outils, mais aussi avec vous qui êtes sur le terrain ou qui avez aussi une connaissance assez poussée de ces sujets-là, de voir quelles sont les méthodes, les arbitrages à faire pour avoir une bonne connaissance, parce que si on prend le RPLS pour le logement social à part, ou si on le croise avec d'autres données, on verra qu'il y aura des divergences méthodologiques, et c'est là où c'est important de bien inscrire cette fusion de données au niveau de votre territoire avec les méthodologies qui vont derrière. Donc la réponse en tout cas est oui, le parc social peut avoir un premier niveau d'identification sur l'ONB, et bien sûr sur IMOP, comme on peut avoir des données complémentaires, on va aussi plus loin. C'est un élément important qu'il faut avoir en tête en fait sur la notion de fusion de données qui est proposée par URBS. Ce qu'il faut bien voir, c'est pas simplement de la concaténation de bases de données, c'est aussi toute l'expertise, l'expérience sur l'intégration de méthodologies. Comme l'a dit Maximilien, vous avez des bases de données qui existent au niveau français, qui sont transmises par différents acteurs, qui sont des fois complémentaires, des fois convergentes, des fois dupliquées, et dans tous les cas, qui ne couvrent pas la totalité de l'information. Donc, il faut l'enrichir. En plus du RPLS, un des exemples, c'est les copropriétés. Aujourd'hui, de façon simple, on pourrait se dire les copropriétés sont présentes dans le registre national d'immatriculation des copropriétés. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, dans le RPLS, directement via les dires de l'ANA, vous n'avez que 60%, globalement 2/3 des copropriétés qui sont identifiées. Donc, comment identifier le tiers restant? Eh bien, là, il faut mettre en place des méthodologies. Donc, c'est aussi ce que l'on apporte dans le traitement des données, c'est-à-dire qu'on va enrichir les fichiers fonciers avec des méthodologies soit internes, soit des méthodologies robustes qui existent, comme celle du CEREMA, d'où l'importance, en fait, comme on vous le mentionnait au départ,
de notre lien très important avec les équipes bâtiments et les équipes fichiers fonciers du CEREMA. Et donc, par exemple, si je reviens sur le registre national des copropriétés, on va fournir une table d'écopro qui couple à la fois le RNIC et la méthodologie du CEREMA qui permettent d'aller chercher le tiers restant de copropriétés qui ne sont pas encore identifiées et d'avoir de plus en plus une vision la plus exhaustive possible. Bien entendu, dès qu'une donnée terrain ou une donnée validée va être remontée, on remplacera la donnée prédite ou la donnée enrichie qui se base sur des méthodologies spécifiques, la plupart du temps très robustes, mais bien entendu, comme ça se base sur des hypothèses, il peut y avoir des ratés. Ça, c'est un élément important. Gardez en tête qu'aucune donnée n'est fiable à 100%. Ça me permettra de rebondir sur des questions liées au modèle. Mais que ce soit une donnée fournie par un acteur national, un acteur local, toute donnée est issue d'une méthode qui a des biais et est issue d'un millésime. Et donc, entre une donnée déclarative, une donnée validée par un expert, une donnée de 2022 ou une donnée de 2014, eh bien, vous voyez qu'il y a de l'incertitude qui s'installe et que ces éléments-là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sont importants à porter à la connaissance des utilisateurs des données pour avoir des décisions éclairées. Et ça fait partie aussi de notre accompagnement. Donc aujourd'hui, par exemple, on fait un webinaire de présentation des outils et des données de manière globale, mais on fait des webinaires spécifiques pour savoir manipuler concrètement, techniquement et très précisément les données, les métadonnées. Ça me permet de basculer sur la question des modèles. Donc, on utilise, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des outils de machine learning pour la prédiction de données. On utilise aussi des outils de deep learning qui font de l'analyse d'images. J'en parlerai aussi. Nos outils de deep learning et de machine learning, on a différents algorithmes. Je vais utiliser des termes, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, à minima la personne qui a posé la question. Donc, chez URBS, on va utiliser des modèles KNN, donc les cas plus proches voisins, des modèles de forêt aléatoires et des modèles innovants que l'on développe avec les acteurs académiques que sont l'Institut Mines Télécom. Aujourd'hui, on est en train de développer des approches géospatiales qui se basent sur des mélanges de crigeage. Donc ça nous permettra en fait d'améliorer encore plus la qualité des prédictions. Aujourd'hui, sur les prédictions des DPE, on obtient une fiabilité de 85% de bonnes étiquettes prédites à plus ou moins une étiquette. Voilà, donc on arrive aujourd'hui à fournir un élément et de dire telle étiquette prédite à telle adresse, elle a tel niveau de fiabilité. Et donc ça vous permet de savoir la donnée prédite que vous manipulez, est-ce qu'on a une grande confiance au niveau global du modèle et pour chaque adresse. Pour aller plus loin, on fournit aussi des indicateurs complémentaires, c'est-à-dire qu'on va fournir aussi une probabilité d'avoir des passoires énergétiques. Donc, par exemple, on va dire à cette adresse-là, la probabilité d'avoir une passoire énergétique est très faible, ou ici, elle est très élevée. Ce qui vous permet aussi d'avoir d'autres approches complémentaires pour identifier les zones et les adresses qui auraient la plus grande probabilité d'être des passoires énergétiques. Voilà, donc nos modèles sont de type machine learning, c'est-à-dire que l'on va se baser sur des données d'apprentissage dont on est certain. Ça va être un élément différenciant avec d'autres confrères du milieu qui utilisent d'autres approches dont je vais parler. Donc, nous, notre principe, c'est de n'apprendre que sur des données qui existent. Et notre modèle va, par exemple, sur les DPE, relier les données que l'on a sur les bâtiments, sur les personnes, sur le cadre urbanistique, sur l'énergie de ce bâtiment, et va faire un lien avec l'étiquette que l'on connaît. Et donc, l'algorithme va générer des relations. Un bâtiment des années 1920, construit à Poitiers, à côté d'un bâtiment historique, dans une zone où le revenu est de tel niveau, avec des personnes de tel âge, éventuellement situées en quartier prioritaire de la ville. On va avoir des liens qui vont se faire via l'algorithme. Et dès qu'on va vouloir prédire une adresse dont on ne connaît pas le DPE ou dont on ne connaît pas la valeur foncière de vente, l'outil va pouvoir prédire une valeur avec une incertitude reliée, cette incertitude étant précisée notamment et toutes les méthodologies étant explicitées dans les fiches descriptives dont vous a parlé Maximilien.
Alors, nos approches sont différentes d'autres modèles qui sont utilisés, qui sont plutôt des modèles physiques. Donc, il y a deux écoles de pensée, l'école de pensée machine learning et l'école de pensée modèle physique, par exemple pour les DPE. Je viens de vous présenter l'approche machine learning. L'approche modèle physique, ça va constituer à créer un modèle simplifié de la physique des bâtiments, qui est souvent basé sur les outils 3CL, donc les moteurs de calcul des diagnostics de performance énergétique. Et les utilisateurs de ces méthodes physiques, ces méthodes par ingénierie, vont essayer d'alimenter ces modèles simplifiés avec toutes les caractéristiques des bâtiments. Donc, le taux de vitrage, la volumétrie du bâtiment, le taux de parois opaques, que ce soit les plafonds, les planchers bas ou les murs, les systèmes de chauffage, le rendement, la conductance. Donc, des données très, très précises sur les bâtiments. Malheureusement, en fait, on ne connaît pas ces données précises sur tous les bâtiments de France. Donc, ces modèles physiques vont utiliser un sous-modèle qui, cette fois-ci, est du machine learning pour pouvoir prédire ces données manquantes. Donc, au lieu de prédire une donnée qui est le DPE comme nous on fait, ils vont plutôt prédire 40 valeurs manquantes pour pouvoir, après, l'intégrer dans un modèle physique et pouvoir sortir l'étiquette énergie. Voilà. C'est des approches qui ont les mêmes finalités, prédire une étiquette énergie, prédire une consommation d'énergie, mais avec des modalités différentes qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Sur la question échelle du quartier, échelle de résidence et ERP, je laisse la parole à Maximilien. Oui, alors juste avant, il y a des questions très redondantes et c'est vrai qu'on l'a sans doute mal exprimé pendant la présentation sur l'actualisation des données. Ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que quand on parle de licences par an, etc., nous, vraiment, il y a une approche méthodologique qui est de mettre à jour le référentiel de données dès lors que les sources de données sont à jour. Ça veut dire que toutes les sources de données nationales, dès lors qu'il y a un nouveau millésime, nous, automatiquement, on va le mettre à jour. Et sans surcoût, c'est-à-dire qu'il y a vraiment annuellement, ou sur les données pluriannuelles comme les DPE, nous, le travail qu'on fait en interne, c'est que ce référentiel est mis à jour. Donc, par rapport aux questions qui ont été soulevées, nous, cette donnée est actualisée, ce qui fait que si c'est actualisé, si ça a été un envoi de fichier brut, on peut refaire cet envoi. Si c'est un flux, ça sera automatiquement actualisé. Le point, la question à se poser quand on est sur des données locales, et là, c'est une réflexion à apporter avec vous, c'est de se dire quel est le rythme le plus pertinent d'actualisation de l'information. Je prends l'exemple des arrêtés. Les arrêtés qui parfois se retrouvent au niveau des communes ou au niveau de vos CCAS, il y a une réflexion à porter. Quelle est la difficulté, le temps à collecter ces données au niveau de votre territoire et quelle est la pertinence à les mettre à jour plusieurs fois par an, une fois par mois, etc. etc. Ça, c'est un point important dans le sens où nous, on a aussi ce souhait de vous accompagner pour dire, plutôt que ce soit à chaque fois URBS aussi qui fasse l'appariement de ces données brutes qui sont parfois mal standardisées, donc du coup, c'est très coûteux en appariement, c'est de dire, il y a une logique et on peut aussi vous accompagner pour vous faire monter en compétence sur ces sujets ou être en recommandation par rapport à ceux qui vont produire cette information, de dire, voilà, aujourd'hui, URBS n'est pas un outil de IMOP n'est pas un outil de reporting à proprement dit, donc on n'a pas forcément besoin de tous les éléments, mais voilà les indicateurs importants, voilà les ontologies. Il y a eu cette question aussi justement sur créer des ontologies par rapport à ces données qu'on souhaite standardiser. Voilà les besoins, voilà les recommandations pour une saisie d'informations pertinentes avec les identifiants géographiques qui permettent de ne pas avoir de dégradation ou de perte d'informations, avec cet objectif que ces données locales soient aussi capitalisées dans leur format brut au sein de vos SI. Donc ça, c'est aussi l'objectif de vous accompagner sur ces points-là, ce qui fait que nous, côté URBS, ça permettra aussi éventuellement d'être plus efficient dans la fusion de ces données à l'échelle du référentiel complet. Donc voilà, retenir en tout cas qu'il y a le souhait d'actualiser de manière annuelle, à minima ou pluriannuelle, selon les sources de données, ce référentiel pour qu'il soit effectivement le plus actualisé possible. Sur la question que tu m'as renvoyée, Jonathan, je m'excuse parce que je l'ai perdu en vol. Sur la capacité d'analyser des quartiers ou des résidences avec l'ONB ou avec l'outil IMOP. Oui, alors ça peut faire le lien avec une autre question sur le fait d'avoir un périmètre dédié qui comprend plusieurs communes. Alors, c'est là où il va y avoir une difficulté. C'est là où l'IMOP va permettre de répondre toujours à ces questions. Ça, c'est un point important. Là, en fait, l'objectif d'IMOP, c'est justement que de l'échelle nationale, on passe à une échelle territoriale adaptée parce qu'on le voit très bien. Les syndicats mixtes, parfois, sont sur des communes qui ne correspondent pas à des limites administratives et géographiques. Il y a toujours des complexités, des spécificités par territoire. Et c'est là
où porter ça à l'échelle d'un observatoire national, c'est très, très, très complexe. Donc, c'est là où il y a l'intérêt aussi de passer sur un observatoire dédié qui devient quelque part votre observatoire et qui s'adapte aux complexités, aux complexités géographiques, administratives ou de jeux d'acteurs quand c'est un syndicat, une ERP, etc., etc. À l'échelle d'Observatoire national des bâtiments, c'est pour ça qu'à ce stade, on va vraiment travailler sur le référentiel administratif, cadastral. Et à ce stade, mais ça peut effectivement nourrir des réflexions de développement, on va vraiment être sur une approche de ne permettre qu'une création de territoire par rapport à cette matrice géographique. Le fait de fusionner des communes au choix, pour l'instant, on est plutôt sur une approche où vous allez rajouter périmètre après périmètre, mais il n'y aura pas la possibilité de voir tous ces périmètres en même temps parce qu'on le voit, c'est que d'un territoire à l'autre, ça sera assez complexe à industrialiser. Pour autant, c'est des choses qu'on travaille et en tout cas, c'est des choses auxquelles on sait répondre à travers IMOP. Je pense que ça a dû répondre aux questions. Et voilà pour la question de l'échelle, donc infra, quartier, résidence. Comme on l'a vu à travers IMOP, on peut zoomer sur des périmètres en jeu. En fait, dès lors que des bâtiments ou des périmètres sont tagués, entre guillemets, on est en capacité en fait, de réduire le canevas, le périmètre global de l'interface. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la plateforme va dynamiquement recalculer tous les objets qui sont dans ce périmètre dédié. Donc ça, c'est réellement possible à travers cette solution. Le faire à l'échelle nationale, vous vous doutez bien, ça implique une complexité, une masse d'informations. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, par rapport à l'usage et aux besoins qui à travers ces questions, il nous semble que la version IMOP est plus adaptée. On a de nombreuses questions pour rester dans le timing du webinaire. On va devoir se limiter. Dans tous les cas, parmi les éléments que l'on va vous transmettre, on va reprendre toutes vos questions et on fera une réponse écrite. Et donc, ça vous sera transmis. Vous pourrez voir toutes les questions que l'on va regrouper par thématique et vous aurez les réponses que l'on a pu présenter ici à l'oral si on a abordé la question ou si on ne l'a pas pu l'aborder, vous aurez aussi des éléments de réponse. Donc, on apportera justement tous ces éléments-là qui vous seront transmis. Je vais me permettre de... Oui. Pardon, excuse-moi. Non, je vais me permettre de compléter en fait ce que je disais en amont parce que je n'avais pas vu la question complètement sur l'actualisation. Ça, c'est un point très important parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. Comment assurer la fiabilité de l'actualisation de ces données? Donc, c'est juste pour compléter ma réponse de tout à l'heure sur l'actualisation des données. À l'échelle nationale, c'est des choses où les arbitrages sont moins complexes à mettre en œuvre parce qu'on arrive à capter les méthodologies et avoir aussi des sources de données qui sont assez bien qualifiées. Et c'est pourquoi aussi je vous invite, quand il y a des données locales, à bien sourcer les méthodes et les fiabilités des données remontées. Parce que nous, aujourd'hui, quand on nous demande quelle est la fiabilité de nos données, en fait, l'un des verrous auxquels on se heurte, c'est que peu de sources de données sont documentées. Pourquoi on travaille beaucoup avec le CEREMA? C'est que le CEREMA a fait cet effort depuis très longtemps de bien documenter les méthodes et les fiabilités de chaque attribut. Quand on croise ça avec le registre national des copropriétés, certains vont nous dire le RNIC, c'est top, certains vont nous dire, et pas à tort, c'est assez incomplet et c'est du déclaratif, on ne sait pas quoi en faire. Alors, parfois, mieux vaut une information, même un peu dégradée, qu'aucune information. Donc, en tout cas, nous, l'objectif dans ces arbitrages, c'est d'avoir le plus d'arguments méthodologiques pour vous laisser cette décision. Donc, c'est pourquoi dans les données locales ou les données qui vont compléter cet observatoire, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment des méthodes. Quand on reçoit des fichiers de données locales, souvent, on ne sait pas quel attribut, quelle est la description derrière une variable, une colonne. On ne sait pas la date, on ne sait pas quel est l'opérateur qui a renseigné ça et donc quelle fiabilité derrière tout ça. Et quand on parle d'actualisation, vous doutez bien que des informations font un peu doublon. Donc, l'idée, c'est de se dire quelle information peut écraser une autre par rapport à ces complexités. On reprend souvent l'exemple de la vacance. On sait que la donnée fiscale a ses limites pour qualifier la vacance. Mais quand on a parfois des données d'arpentage terrain où la vacance a été qualifiée simplement parce qu'un opérateur identifie une boîte aux lettres pleine ou des volets fermés, c'est une observation pertinente à faire remonter, mais écraser la donnée fiscale qui est à l'échelle du local où on est rentré dans le logement, c'est à relativiser. Donc voilà, il y a une complexité assez importante sur ces sujets-là. Donc le credo, le point important à retenir, le fil rouge, c'est autant que possible de pouvoir qualifier et de faire remonter ces éléments méthodologiques pour que dans l'actualisation, nous, on puisse garantir
autant que possible, autant que ce qu'on pourra faire, la fiabilité et documenter en tout cas ce qui sera produit à la fin de la fusion de cette richesse d'informations. Voilà, pardon Jonathan, c'était un point Non, qui très bien, me ça sera les éléments de la fin. Donc, on va conclure. Retenez voilà, qu'aujourd'hui, un ensemble d'outils experts et mobilisables pour accompagner les transitions sont à votre disposition. Mais au-delà de ces outils et de ces données, c'est vraiment en fait un accompagnement expert pour améliorer cette connaissance, améliorer l'usage, améliorer le transfert, la capitalisation qui sont pour nous importants et que l'on vous met à disposition. Donc, on vous remercie tous pour le temps et le temps supplémentaire aussi que vous nous avez accordé. On espère qu'on aura répondu à vos questions et qu'on aura suscité votre intérêt et que vous aurez pu voir la pertinence des données aujourd'hui pour accompagner vos territoires. Et on vous dit à très bientôt et au plus tard par mail avec tous les éléments de restitution de ce webinaire. Merci à tous. Merci à vous tous. Très bonne journée. Merci, au revoir.